S'aimer soi-même, s'accepter tel qu'on est et en plus ressentir de la tendresse et de l'affection pour soi-même. Pensez à une personne que vous aimez ou, si c'est plus facile, un animal ou des animaux pour lesquels vous ressentez beaucoup d'affection. Imaginez comment ça serait si vous ressentiez la même chose pour vous-même. Comment ça serait de ne plus se sentir perdu quand ça va pas, de plus avoir à chercher désespérément de l'amour auprès de quelqu'un d'autre parce que vous êtes là vous-même et vous ressentez cette tendresse et cette affection pour vous-même. Et vous vous rassurez comme ça, facilement. C'est pas agréable ça? Moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu. Et ça m'a énormément manqué jusqu'à il y a 2 ans, donc pendant 50 ans. Et là, c'est un tel soulagement, c'est incroyablement libérateur. S'aimer soi-même, ça veut pas dire qu'on n'apprécie pas aussi de recevoir de l'affection et de la tendresse de la part d'autres personnes. Mais seulement que, quand on a besoin d'amour, on peut le trouver en nous-mêmes, assez rapidement. Et que donc, on peut facilement être rassuré et revenir au calme. Retrouver une paix intérieure suffisante pour rendre la vie agréable. C'est aussi une partie de ce qu'on appelle l'estime de soi. Nathaniel Branden, que j'apprécie parce qu'il a réfléchi très clairement à ce sujet, définit l'estime de soi comme composée de 2 éléments. D'une part, la confiance en soi, c'est-à-dire être convaincu qu'on est apte à faire face aux défis de la vie, et d'autre part, le sens de sa propre valeur, c'est-à-dire être convaincu qu'on mérite d'être aimé et d'être heureux. Donc, l'estime de soi, c'est pas se croire supérieur aux autres. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est strictement notre opinion de nous-mêmes, la plus réaliste possible. Et ce n'est pas non plus penser qu'on est parfait et qu'on ne peut pas s'améliorer. Parce que ça, c'est pas réaliste. Bien sûr qu'on n'est pas parfait. Je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose qu'on voudrait pouvoir mieux faire. Mais en même temps, sans être parfait, c'est possible de s'aimer tel qu'on est en ce moment. Branden, dans son livre Les 6 clés de la confiance en soi, suggère des choses à faire pour augmenter la composante confiance en soi de l'estime de soi. À mon avis, ça peut être utile, c'est des bons principes à connaître et à appliquer. Moi, j'aurais aimé grandir en voyant des gens autour de moi appliquer régulièrement des principes comme ça. J'ai toujours eu du mal à trouver des gens qui raisonnent clairement et sans oublier des aspects essentiels. Alors que c'est tellement utile pour comprendre ce qui se passe et choisir comment mener sa vie. La société dans laquelle on vit contribue à entretenir de la confusion, je pense. Tellement on entend tout et son contraire. Mais ce qui me paraît encore plus utile que de travailler à appliquer ces principes, c'est de soigner les blessures émotionnelles qu'on peut avoir, parce qu'ensuite, ces principes, on les applique tout naturellement. L'honnêteté, la conscience de ce qu'on fait, s'accepter soi-même, c'est pas des principes où on a besoin de se forcer. Je pense que tout le monde, on ferait ça naturellement, depuis l'enfance, si on n'avait pas eu besoin d'agir autrement, instinctivement, pour pouvoir survivre. Branden parle aussi de l'autre composante de l'estime de soi, l'amour-propre, ou le sens de notre valeur, comme si c'est quelque chose qu'on peut augmenter petit à petit. Mais là, je suis d'accord avec Pia Mélodie pour penser que s'accepter et s'aimer soi-même, c'est du tout ou rien. Soit on s'aime tel qu'on est, soit non. Je suis persuadé que, de la même façon qu'à la naissance, on a, sauf exception, 2 bras, 2 jambes, les enfants naissent aussi avec un amour-propre tout à fait fonctionnel, que beaucoup d'entre nous perdent ensuite, tout simplement pour des raisons de survie. Bah oui, pour perdre quelque chose d'aussi important que l'amour-propre, je pense qu'il faut que quelque chose d'encore plus important soit menacé, c'est-à-dire notre vie. Dans un cas comme le mien par exemple, de violence physique, je vois tout à fait qu'à 3 ou 5 ou 8 ans, si je n'avais pas mis de côté l'idée que je suis digne d'amour tel que je suis, ça m'aurait mis en danger vis-à-vis de mon père, parce que j'aurais été moins sur mes gardes. Je pense que plein de fois, ça m'a sauvé la vie d'être convaincu que je ferais mieux de ne pas réclamer mon dû, de ne pas protester quand je n'obtiens pas ce que je veux. Et comme à cet âge-là, je ne pouvais pas vraiment comprendre que c'est pas de ma faute si mon père se met en colère, je vois que c'est un bon instinct, celui qui m'a poussé à penser que je ne vaux rien, pour m'éviter de me faire frapper. J'avais pas le recul nécessaire pour voir la situation comme je la vois maintenant. Donc, si c'était soit l'un soit l'autre, soit conserver son amour-propre, soit conserver sa vie, je trouve que mon instinct a fait le bon choix.
Et je pense que c'est le même genre de priorité qui nous fait perdre notre amour-propre dans d'autres cas de figure. Par exemple avec ma mère, quand j'étais nouveau-né et que j'avais peur parce que je recevais pas toute l'attention dont j'avais besoin pour me sentir en sécurité. Ça se comprend qu'un enfant choisisse instinctivement de penser que c'est lui qui est en faute, plutôt que de penser que c'est le parent. Parce que ça doit être terrifiant de penser que sa vie est entre les mains de quelqu'un qui fait pas assez attention. C'est bien plus rassurant pour l'enfant de se dire que c'est lui qui s'y prend mal, et donc d'en faire plus pour essayer de mériter assez d'attention et d'affection. Mais le prix qu'on paye, c'est de perdre l'image positive qu'on a de soi, puisqu'on en vient à penser que tel qu'on est, si on ne fait pas plus, eh bien on ne mérite pas d'être aimé. À mon avis, c'est ça la cause principale de ne pas s'aimer soi-même. Si vous en voyez d'autres, aussi importantes, que j'oublie, merci de me le dire. Alors, on va voir comment faire pour rattraper ça et revenir à notre disposition naturelle, s'aimer soi-même sans condition. Mais d'abord, est-ce que vous en avez besoin? Peut-être vous vous aimez déjà tel que vous êtes. Donc, j'ai quelques tests que vous pouvez faire pour vérifier. Moi, il y a 3 ans de ça, avant que mes illusions sur ça s'écroulent, alors que j'avais déjà fait pas mal d'années de développement personnel, que j'avais lu Nathaniel Branden et plein d'autres, j'avais l'impression que mon estime de moi était généralement très bonne. Peut-être juste 1 ou 2 choses à améliorer, mais rien de grave. Alors qu'en fait, juste sous la surface, il y avait cette idée de moi qui remonte à ma petite enfance, où, comme j'ai dit, je pense qu'elle m'a peut-être sauvé la vie, comme quoi je ne vaux rien. Comme quoi, tel que je suis, ce n'est pas assez pour mériter que l'on m'aime. Donc, ces tests, c'est pour vous qui voulez vraiment réparer ça, si vous avez subi des dégâts dans votre enfance. Si vous avez des choses comme ça à réparer, il me semble que c'est utile de le savoir. Sinon, je ne vois pas comment on peut réparer. Et de toute façon, se cacher ce genre de blessure, s'il y en a, ça avance à quoi? Ça fait juste qu'on reste là où on en est, ce qui peut être pas agréable, on est d'accord. Alors que quand on se libère d'idées fausses comme ça, eh bien après, on n'est plus retenu comme c'était utile de l'être face aux dangers de notre enfance. On n'est plus en train d'essayer de freiner en même temps qu'on veut avancer, et on est soulagé de la peur qui jusqu'ici nous a empêchés de vivre pleinement notre vie. On s'accepte à nouveau tel qu'on est, ce qui nous libère d'un poids énorme. Et là, on ressent une paix intérieure et une force de vie tellement satisfaisante. Le premier test. Pour ce test, je suis reconnaissant à James, le médecin et psychiatre en formation, qui m'a aidé bénévolement pour se faire de l'expérience, quand pendant 5 mois, j'ai eu tellement d'angoisse que je ne savais pas si j'arriverais à tenir jusqu'au lendemain. Il m'a demandé d'imaginer, quand j'étais enfant, d'aller voir mes parents et, en étant en colère, de leur dire « Eh, j'aime pas ça du tout, je veux que vous fassiez plutôt ça, et je veux aussi que vous fassiez cet autre truc. » Est-ce que vous voyez, enfant, parler comme ça à vos parents? Si ça vous fait peur, posez-vous la question. Est-ce que ça a pu vous convaincre que vous ne méritez d'être aimé que si vous vous comportez selon des règles qu'on vous impose? Est-ce que vous avez pris l'habitude de présenter une façade plutôt que qui vous êtes en vrai? Dans ce cas, je pense que ça doit venir d'un instinct de survie, comme je disais, et donc probablement ceci est un obstacle à vous accepter et vous aimer vous-même. Deuxième test. Au cours des jours qui viennent, portez votre attention sur votre gorge et sur votre ventre. Si quand vous parlez, vous remarquez que les muscles de votre gorge sont tendus, ce qui vous donne une voix plus aiguë, ou bien si vous remarquez que les muscles de votre ventre sont tendus, ce qui vous donne une respiration superficielle et vous fait manquer d'air, ce sont des signes de peur. Et si cette peur ne vous paraît pas justifiée dans la situation où vous vous trouvez, c'est encore probablement un signe que vous êtes en train de vous cacher derrière une façade, donc qu'il y a des obstacles qui vous empêchent de vous accepter et de vous aimer vous-même. Troisième test. Dites à voix haute la phrase suivante. Vous pouvez la retrouver dans la description. Je suis un être humain digne de respect, tout autant que n'importe qui d'autre. Je suis suffisamment bien comme je suis. Je mérite de recevoir de l'attention et de l'amour, tout autant que n'importe quelle autre personne. Si vous n'êtes pas complètement d'accord avec ce que vous vous entendez dire, à mon avis,
C'est signe que vous avez une de ces défenses qui vous empêche de vous aimer vous-même. Voilà pour les tests. Maintenant, une liste de choses qui pour moi ont été utiles. J'espère qu'au moins certaines vous aideront vous aussi à vous accepter tel que vous êtes et à vous aimer vous-même. Première chose, Stephen Porges explique que instinctivement, le contact peau contre peau, c'est ce qui rassure le plus les enfants. Au début de mes 5 mois d'angoisse très très forte, ma mère m'a dit qu'elle trouve du réconfort à se prendre elle-même dans ses bras, une main de chaque côté du cou. Moi, ça marchait pas, à cause des défenses que j'avais contre m'aimer moi-même. Jusqu'à ce que je trouve cette idée. J'ai imaginé que c'est pas moi que je réconforte, mais l'enfant que j'ai été, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Comme ça, mes défenses ne se déclenchent pas, puisque c'est pas moi. Je fais comme avec un bébé, la main qui soutient la tête et le cou, avec plein de tendresse et en faisant bien attention à être doux, parce qu'un bébé, c'est fragile. Et ça marche, le contact de la peau apporte son effet tranquillisant. J'ai une agréable sensation de bien-être qui m'envahit. Quelques mois plus tard, quand avec la technique de Peter Levine que j'ai expliqué auparavant, et avec les choses que je vais dire après, mes défenses se sont relâchées, je n'ai plus eu besoin de penser que c'est l'enfant en moi que je réconforte, je peux maintenant m'apporter de la tendresse et de l'affection, donc du réconfort, à moi-même, comme ça, quand j'en ai besoin. Deuxième chose, être généreux, gentil, attentionné avec moi-même, en m'offrant des choses agréables, comme prendre le temps d'aller courir sur la plage ou en forêt, au lieu de me dire que j'ai pas le temps parce qu'il y a trop de problèmes à résoudre. Ou au moins d'aller courir dans la rue, si ça me paraît vraiment trop extravagant, de prendre plus de temps que ça pour juste me faire plaisir. Ou alors faire un feu pour chauffer la maison, au lieu de porter mes vêtements de montagne tout le temps, et garder le bois pour quand mes enfants sont là. En gros, écouter ce dont mon corps a besoin et me le donner, au lieu de toujours remettre à plus tard, ou chercher à économiser trop par peur de manquer. Troisième chose, savoir que même si je suis bon à rien d'autre, au moins pour mes enfants j'ai de la valeur. Ça m'a été très utile pour continuer à essayer pendant les mois où j'étais découragé parce que je pensais que je ne progressais pas. Quatrième chose, parler avec quelqu'un. J'ai vraiment eu de la chance de connaître cette amie d'un ami dont j'ai parlé au début. Elle s'appelle Zelda. On est amis maintenant, mais on ne se connaissait pas. Et de voir qu'elle trouvait au moins un peu de valeur à parler avec moi, puisqu'elle appelait tous les jours en allant au travail, ou au moins elle prenait de mes nouvelles par message, ça m'a beaucoup aidé à contrer l'idée que je ne vaux rien. Pareil quand je parlais avec James, mais c'était qu'1 heure par semaine, ce qui ne me suffisait pas. Voir que Zelda acceptait que je révèle ce que je pense et ce que je ressens vraiment, au lieu d'une version aseptisée. Progressivement, ça m'a permis d'en venir à m'accepter moi-même. C'était difficile parce que j'avais peur. Tellement que des fois je n'arrivais pas à parler. Ça prenait des secondes qui me paraissaient être des heures avant de commencer à dire ce que je voulais. Et plus je temporisais, plus ça devenait inconfortable. Et plus j'étais tenté d'abandonner et de dire « non, rien ». Toute ma vie, à chaque fois que je répondais à une question pour laquelle quand j'étais enfant, il y avait un risque que je me fasse frapper, après une fraction de seconde, la peur me prenait et je perdais la conscience de moi. Je me retrouvais à jouer le rôle d'un enfant modèle. Je pouvais sourire, donner une réponse non compromettante, mentir. Je cachais ma peur, j'en perdais moi-même la conscience. Mon visage restait calme parce que, enfant, il était dangereux de montrer de la peur. Mais il y avait de la tension dans mon ventre, ma poitrine, ma gorge, ce qui rendait ma voix plus aiguë, et j'avais chaud, je transpirais facilement. Donc, avec l'aide de Zelda, plus je voyais qu'il n'y a pas de danger à être moi-même, au lieu de montrer la façade que j'avais l'habitude de présenter, plus ça m'a permis d'accepter la personne que je suis vraiment derrière le masque. Sixième chose, jouer des scènes. Par exemple, avec James, en vidéo par internet, il a joué le rôle de l'enfant que j'étais, vers 8 ans, et moi je faisais mon père. J'étais en train de regarder les nouvelles à la télé, et lorsque mon fils me demande quelque chose, j'aboie « Pas maintenant !» Et ensuite, il a le culot de me demander une 2e fois
Et là, j'ai joué le rôle de mon père se mettant en colère, qui crie tellement fort. Ça m'a aidé à prendre conscience de la terreur que ressentait l'enfant que j'étais, quand mon père se comportait comme ça, parce que je pouvais sentir l'énorme tension en lui. Et qu'est-ce que ça pouvait être pour l'enfant qui se retrouvait la cible de ça? J'imaginais ce que ça ferait à mes enfants si moi je me retrouvais aussi enragé que ça avec eux, et je pouvais me faire une idée de la terreur qu'ils ressentiraient. C'était moins difficile de sentir ça quand j'étais pas l'enfant, parce que quand j'essayais de sentir les ressentis de mon enfance, ils étaient bloqués, et je sentais rien. J'avais que des souvenirs intellectuels, sans ressenti. Avec Zelda au téléphone, j'ai imaginé que j'étais à nouveau un bébé, pendant qu'elle prétendait être ma mère. J'ai des images de ma mère qui regardait ailleurs pendant qu'elle me tenait dans ses bras. Et je me sentais perdu, j'avais peur, et j'osais pas bouger. Donc là, on a joué le contraire, avec ma mère qui me regarde et qui me dit qu'elle m'aime. Et ça m'a donné un sentiment de sécurité, un grand soulagement. En quoi? Un quart d'heure? Et ça a vraiment fait une différence pour moi, ça a contrecarré une impression qui, pendant des décennies, sans que je m'en aperçoive, me rendait difficile de m'aimer moi-même, puisque j'avais cette idée que ma propre mère ne m'aime pas. 7e chose, prendre conscience des handicaps que j'avais, voir que c'est tout à fait compréhensible que j'ai des difficultés à gagner suffisamment pour dépenser ce que je voudrais, ou bien avoir une relation amoureuse satisfaisante, si pendant mon enfance, je n'ai pas reçu tout ce dont j'avais besoin pour développer les aptitudes qui permettent ça. Et qu'en plus de ne pas me développer, j'ai reçu des blessures handicapantes. James m'avait dit ça dès le début, mais il a fallu que j'attende 7 mois avant de pouvoir l'intégrer. Je pense que c'est parce qu'il y avait l'obstacle que formait la croyance que je ne vaux rien. Cette croyance servait à m'empêcher de voir que je n'étais pas en sécurité auprès de mes parents, vu que ça aurait été encore pire de les quitter. Et du coup, c'était difficile de voir à quel point j'ai souffert en grandissant. Donc ça a été un grand soulagement de voir que ce n'est pas de ma faute si j'ai des difficultés vu les handicaps que j'avais. Je pensais que j'avais eu une enfance plutôt saine, avec des blessures pas plus graves qu'une écharpe par-ci par-là. L'image que j'ai maintenant, c'est d'avoir grandi avec l'équivalent émotionnel d'un plâtre à chaque jambe. Pas étonnant donc que j'ai quelques difficultés dans la vie. M'apercevoir de ça a permis de réduire les exigences que je plaçais sur moi-même et de ressentir de la compassion pour moi-même et d'accepter de prendre le temps nécessaire pour me soigner et développer les aptitudes que je n'ai pas eu l'occasion de développer jusqu'ici. En même temps, j'ai enfin compris ce que m'a dit il y a longtemps une amie très chère, comme quoi il y a des gens qui ont des handicaps sévères qu'on ne soupçonne pas parce que ce n'est pas forcément visible. 8e chose. Une des dernières pièces du puzzle, pour autant que je vois, est tombée en place 7 mois après avoir commencé à parler avec Zelda, en entendant dans une vidéo l'idée que les enfants ont de la valeur par le simple fait d'exister. J'étais d'accord pour penser que c'est vrai. Pour moi, mes enfants ont une valeur intrinsèque. Il m'a fallu encore quelques semaines à laisser tourner cette idée dans ma tête pour réaliser que, puisque moi aussi j'ai été enfant, ça veut dire que moi aussi j'ai de la valeur par le simple fait d'exister. Cette vision m'a ouvert à la vue que j'ai de la valeur simplement parce que je suis un être vivant. Je fais partie de ce réseau incroyablement complexe de tous les êtres vivants sur cette planète et peut-être ailleurs, dont la vie repose sur la matière qui nous entoure. Qui sait ce que chacun de nous contribue à ce tout? Comment notre existence influence peut-être ce tout? Chacun de nous est unique. Aucun autre organisme n'est exactement le même. Ceci rend chacun de nous irremplaçable. Et chacun de nous enrichit potentiellement la vie des autres, de différentes manières qu'il me semble que nous ne pouvons pas prédire parce qu'elles dépendent de trop de choses. C'est bien possible que chacun d'entre nous affecte le futur de l'ensemble de la vie dans l'univers. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Donc, de me voir comme ne serait-ce qu'une petite partie de la vie dans tout l'univers, ça m'apporte un grand soulagement quand j'en ai besoin, parce que ça me donne de la valeur par le simple fait d'exister. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, pas besoin de réussir quoi que ce soit. J'ai cette valeur simplement du fait d'être vivant. Je vois comment la vie est précieuse. S'il arrive quoi que ce soit,
qui endommage suffisamment notre corps, on ne peut pas le remplacer par un nouveau. Notre vie dépend de combien dure notre corps. On peut en prendre soin pour rester en bonne santé plus longtemps, mais ça reste une durée limitée. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Je vois rien de plus précieux. Et chacun de nous, nous sommes une partie de la vie. Ça nous donne de la valeur, juste en existant tel qu'on est, sans avoir à faire quoi que ce soit de plus. Voilà, la prochaine fois, je parlerai de ce qu'on peut faire pour calmer son angoisse à court terme, pour trouver au moins un peu de soulagement pendant qu'on travaille à soigner nos blessures et à développer les aptitudes qu'on n'a pas encore eu l'occasion de développer ou redévelopper celles qu'on a perdues. À bientôt.